Il est 13 h, c'est la principale édition de la mi-journée en français. Mesdames, Messieurs, bienvenue. Voici les titres. Au Forum Afrique-États-Unis, le président Macky Sall porte la voix du continent. Plus d'investissements dans les secteurs de la sécurité, de l'énergie et des infrastructures, entre autres. Le chef de l'État obtient aussi le soutien du président Joe Biden pour l'octroi d'un siège à l'Union africaine au G20. Il a rencontré de nombreux investisseurs en marge de ce sommet. À 83 voix contre 55, les députés ont rejeté la motion de censure déposée par la coalition Yewwi Askanui. Amadou Ba reste le Premier ministre du Sénégal. Les temps forts de cette séance dans cette édition. Et puis, une délégation gambienne venue apprendre de l'expérience de la RTS, conduite par le ministre gambien de la Communication. Ces professionnels des médias ont rencontré le directeur général de la RTS et visité les chantiers de la tour en construction. Campagne contre les maladies tropicales négligées cette année. Elle a été lancée à Koki dans le département de Louga. Elle va sillonner 12 régions. Les ministères de la Santé et de l'Éducation nationale travaillent ensemble à la réussite de cette campagne. Au sommet Afrique-États-Unis, le président Macky Sall a listé les priorités du continent. Devant le président Joe Biden, le chef de l'État a tracé la voie pour le progrès et la prospérité partagée entre l'Afrique et les États-Unis. Les secteurs visés sont la sécurité, l'énergie, l'agriculture, le financement des infrastructures, entre autres. Voici le reportage de nos envoyés spéciaux à Washington, Mamadou Belem et Oumar Nying. Dans un rendez-vous comme celui qui réunit l'Afrique et les États-Unis, chacun doit pouvoir identifier ses priorités. C'est ce que le président Macky Sall a fait, fidèle à sa ligne qui met en avant les intérêts du continent. Monsieur le Président, l'Afrique par ma voix souhaite partager avec vous 6 priorités et un message pour notre sommet. Première priorité, la paix, la sécurité et la lutte contre le terrorisme en Afrique. Monsieur le Président, nous attendons un engagement fort du sommet de Washington sur cette question vitale et un appui des États-Unis afin que le Conseil de sécurité des Nations Unies place la lutte contre le terrorisme en Afrique dans le cadre du mécanisme de sécurité collective de la Charte des Nations Unies. La deuxième priorité, Monsieur le Président, devant le triple impact du changement climatique, d'une crise sanitaire sans précédent et d'une guerre majeure, l'Afrique renouvelle son plaidoyer pour la réallocation partielle des droits de tirage spéciaux. Et vous en avez évoqué un aspect très important. Nous souhaitons que le Congrès puisse vous accompagner dans ce souhait et la mise en œuvre effective de l'initiative du G20 sur la suspension du service de la dette après ces différents chocs. À l'image des plans massifs déployés par les pays développés en soutien aux ménages et aux entreprises, nous avons aussi mis en place des mesures de résilience économique et sociale, mais avec des capacités limitées devant l'ampleur de la crise. C'est pourquoi nous plaidons pour une action solidaire internationale en soutien à nos efforts de résilience et de relance économique. Troisième priorité, l'Afrique souhaite un engagement plus soutenu dans l'investissement sur les infrastructures de développement. Nous avons vu hier et suivi avec beaucoup d'intérêt votre message lors du Business Forum. L'Afrique étant le dernier grand chantier du monde, à défaut d'un plan spécial pour l'Afrique, nous appelons à la mobilisation diligente des ressources annoncées par le G7 sur l'inspiration américaine au titre du partenariat pour l'infrastructure mondiale et l'investissement pour accompagner la réalisation d'infrastructures en Afrique. Quatrième priorité, Monsieur le Président, l'Afrique, continent le moins pollueur et le plus vulnérable au réchauffement climatique, reste attaché aux objectifs de l'accord de Paris sur le climat. Mais l'Afrique demande une transition énergétique juste et équitable pour satisfaire ses besoins d'industrialisation à des coûts compétitifs et assurer l'accès universel à l'électricité
dont plus de 600 millions d'Africains restent encore privés. Cinquième priorité, l'Afrique souhaite travailler avec les États-Unis pour gagner la bataille de la souveraineté alimentaire. Nous saluons l'appui de votre pays au mécanisme africain de financement des engrais dans le cadre du plan d'urgence de la Banque africaine de développement pour la production alimentaire. Dans l'immédiat, l'Afrique souhaite la prise de mesures urgentes pour faciliter l'accès au marché des engrais et des produits agricoles. Quand je dis l'accès, c'est pour l'achat. À moyen et long terme, nous voulons surtout travailler avec les États-Unis pour l'amélioration de la production en Afrique, y compris par des investissements massifs dans la diversification des chaînes de valeur et le renforcement des infrastructures agricoles. Je propose, Monsieur le Président, que notre sommet lance une initiative présidentielle à votre niveau sur l'agriculture en Afrique. Sixième priorité, enfin, l'Afrique appelle à une gouvernance mondiale plus juste et plus inclusive, notamment par l'accélération du processus de réforme du Conseil de sécurité et l'octroi d'un siège à l'Union africaine et au sein du G20. Et là, vous avez déjà apporté la réponse qui était attendue. Je vous en remercie au nom de l'ensemble de nos collègues. En soulevant ces points devant le président Joe Biden, le chef de l'État est dans le réalisme qui a des bases solides, d'où ce message important. Un partenariat afro-américain co-construit, toujours plus solide et plus confiant, pour le progrès et la prospérité partagée des peuples. C'est la raison d'être de ce sommet. Le président Macky Sall a bien porté le message. Et pour l'octroi d'un siège à l'Union africaine au sein du G20, l'Afrique reçoit le soutien du président Joe Biden. Un soutien de poids au plaidoyer que le président Macky Sall a toujours porté. Nous restons avec nos envoyés spéciaux. C'était un point important de son plaidoyer permanent. Aujourd'hui, le président Macky Sall reçoit un soutien de taille, celui du président des États-Unis. L'Afrique doit prendre part aux discussions dans toutes les forats où les discussions ont lieu. Voilà pourquoi j'ai annoncé en septembre à l'Assemblée générale des Nations unies que les États-Unis appuient à plein la réforme du Conseil de sécurité des Nations unies pour inclure une représentation permanente de l'Afrique. Et aujourd'hui, j'appelle l'Union africaine à se joindre au G20 comme membre permanent. Avec ce soutien de poids, le continent africain est donc bien parti pour siéger au plus haut niveau afin de faire entendre sa voix. Je voudrais saluer au nom de tous les collègues la décision importante de soutien du président Biden de la participation de l'Afrique comme membre permanent du G20. Cela mérite des félicitations et des applaudissements au président, puisque ça va être le déclencheur pour notre participation au G20 comme membre à part entière, mais aussi son soutien pour l'intégration du continent comme membre permanent au Conseil de sécurité. La déclaration conjointe donnera les grandes lignes, mais déjà on peut retenir un nouveau départ dans le partenariat entre les États-Unis et l'Afrique. Le sommet a véritablement tenu ses promesses. Le soutien à l'investissement privé, le développement des exportations vers les États-Unis, l'éducation, ce sont là les secteurs qui étaient au menu des entretiens que le chef de l'État Macky Sall a eu en marge de ce sommet. Il a rencontré la secrétaire d'État au commerce, l'administrateur de l'USAID ainsi que d'autres responsables de structures américaines. La synthèse, toujours avec Omar Nying. Dans la coopération avec les États-Unis, l'USAID est un pilier, notamment dans le domaine économique. Cette audience tient donc tout son sens. Avec le chef de l'État, l'administrateur a évoqué la nécessité de soutenir l'investissement privé. L'éducation est aussi un autre secteur clé de l'Agence des États-Unis pour le développement international. Elle entend développer ce volet au Sénégal. L'AGOA, African Growth Opportunity Act, était au cœur de l'audience que le président de la République Macky Sall a accordée au secrétaire d'État au commerce des États-Unis.
Il s'agit de voir comment booster des secteurs comme le digital, l'agroalimentaire ou encore le tourisme. L'idéal est de voir les entreprises américaines s'installer au Sénégal afin de trouver les voies et moyens de développer l'exportation vers les États-Unis. C'est cela qui va donner plus d'importance à cette initiative qui soutient le secteur du commerce en Afrique. DFC, Development Financial Corporation, est une banque de développement. L'entretien avec le président Macky Sall est mis à profit pour marquer un intérêt majeur dans le domaine des infrastructures. Le partenariat permettra aussi de soutenir les entreprises sénégalaises. Déjà, la banque appuie l'Institut Pasteur de Dakar dans la construction du vaccinopole de Diamniadio. Le président directeur général s'est réjoui de ces échanges qu'il a eus avec le président de la République, Macky Sall. Google veut également développer sa coopération avec le Sénégal et l'Afrique. Reçu par le président de la République, le vice-président a évoqué le développement des infrastructures numériques et la connectivité sur le continent. Les enjeux dans ce domaine étant importants, le responsable a trouvé l'audience très instructive car ouvrant de bonnes perspectives dans le partenariat avec le continent africain. Je vous l'annonçais en début d'édition, la motion de censure déposée par l'opposition a été rejetée par les députés. Amadou Ba reste donc Premier ministre. À 83 voix contre 55, les parlementaires ont renouvelé leur confiance au gouvernement. Compte rendu des temps forts de cette séance avec Cheikh Bamba Gueye. En conséquence, l'Assemblée n'a pas adopté la motion de censure. Merci. Je vous remercie. C'est une véritable explosion de joie à l'annonce du rejet de la motion de censure. Mais était-ce une surprise dans la mesure où il fallait récolter une majorité de 83 voix? Or, à l'arrivée, seuls 55 députés ont voté pour la motion de censure. Cet échec est-il tributaire de la posture de Yewwi Askan Wi encline à faire cavalier seul ou était-ce un projet précoce d'avoir voulu faire tomber le gouvernement, même si le dépôt d'une motion de censure est pris en compte par l'article 86 de la Constitution, quand bien même au regard des motions préjudicielles, cette notion de motion de censure relevait plutôt d'une motion de défiance à l'égard du Premier ministre, qui, il y a 72 heures, était là pour la déclaration de politique générale. Cette motion de censure a été qualifiée par ses auteurs, que je cite, motion de défiance à l'égard du Premier ministre, qui n'a pas voulu se soumettre à un vote de confiance des députés. Cette prérogative, qui consiste pour le Premier ministre à provoquer le vote de confiance, est différente de la motion de censure qui nous réunit aujourd'hui. Une motion donc plutôt de défiance de faire revenir le Premier ministre qui n'a pas sollicité le vote de confiance lors de la déclaration de politique générale DPG et que rien ne l'y obligeait, d'autant plus que l'article 55 de la Constitution le laissait à son appréciation, donc facultatif. Et sans langue de bois, le Premier ministre Amadou Ba, considérant que l'exercice du pouvoir étant une chose sérieuse et dans un régime où la clé de voûte des institutions est le président de la République, a tenu à rappeler certains fondamentaux dont leur déliquescence mettrait en péril les institutions et partant la République appuyée par une rhétorique sans complaisance. Libérer le peuple, Yewwi Leen Askan Wi, de la désinformation, de la manipulation, de l'arrogance comme mode de communication politicienne. Libérer le peuple, Yewwi Leen Askan Wi, de la violence verbale, morale et physique comme moyen de pression politique. Libérer le peuple, Yewwi Leen Askan Wi, de l'impertinence, de l'intempérance et de la communication nébuleuse. Libérer le peuple, Yewwi Leen Askan Wi, du discours de haine et de xénophobie à l'endroit des pays frères et amis partenaires du Sénégal qui contribuent à notre effort de développement. Vous pouvez ne pas être d'accord avec notre politique, parce que peut-être vous pensez pouvoir faire autant ou mieux. Vous en avez le droit, certes, mais ce n'est pas une raison de renoncer à l'appréciation lucide et clairvoyante.
Ainsi, le Premier ministre déroule donc un diagnostic profond pour la poursuite de l'action gouvernementale au profit exclusif du peuple sénégalais. Le gouvernement, dont j'ai la confiance par le président Macky Sall, l'honneur et la responsabilité de coordonner l'action, est au service exclusif de nos concitoyens. Vous, comme nous, savez que les Sénégalaises et les Sénégalais veulent la rupture. Oui, la rupture avec cette manière de faire de la politique, fondée sur le blocage systématique des institutions, ce qui rend les populations peu fières. La rupture pour aller vers une démocratie apaisée, dans laquelle les politiciens ont de la hauteur et traitent avec respect et bienveillance leurs collègues, les institutions, leurs concitoyens et les pays partenaires du Sénégal. La rupture en mettant l'intérêt supérieur du Sénégal au-delà de toute considération partisane, avec intelligence et organisation et méthode, et non en cultivant la haine et l'adversité, la colère et les calomnies, les invectives et les médisances, les subversions et les transgressions. Ainsi donc, l'exposé des motifs n'ayant pas pu convaincre plus de la majorité entraîne un large rejet de la motion de censure. À rappeler pour l'histoire aussi qu'en 2012, le premier gouvernement du président Macky Sall faisait face à une première motion de censure qui, elle aussi, a été aplatie par la majorité écrasante de Benno Bokk Yakaar à l'époque. Et pour analyser cette motion de censure rejetée, le professeur El Hadji Ibrahima Ndao était l'invité du 20h. Pour lui, cela signifie que la majorité est favorable au gouvernement du Premier ministre Amadou Ba. Cette motion de censure contre le gouvernement en exercice n'est pas la première que notre pays a connue. Nous l'écoutons. Bon, je me réfère simplement à l'histoire du Sénégal où la seule fois où on a voté une motion de censure, c'était le 17 décembre 1962, contre le gouvernement du président Mamadou Dia. Et c'est la seule fois où on a donc vu une motion passer, enfin votée par une majorité, et le gouvernement est tombé. Mais là, dans le cas d'espèce, bon, on a suivi les procédures, c'est-à-dire qu'on dépose la motion avec au minimum l'équivalent du 10e du Parlement, c'est-à-dire 17 députés. Ça a été respecté. Quand on dépose la motion, il faut que tous les signataires, en fait, tous ceux qui sont favorables, les 17, signent le papier pour dire que c'est eux-mêmes qui proposent donc le vote de la motion. Ils l'ont déposé le lundi. Il faut 2 jours pour voter cette motion. Le jour du dépôt ne compte pas. Le jour du vote ne compte pas. C'est donc entre mardi et mercredi, les 2 jours. Et le jeudi, donc aujourd'hui, ça a été voté. Donc on peut dire que sur le plan de la procédure parlementaire législative, tout a été respecté dans les... Et ça montre une fois de plus la solidité de la démocratie sénégalaise et de ses institutions. Vous parlez de 1962, les contextes sont différents. Aujourd'hui, c'est Amadou Ba qui est Premier ministre. Comment expliquez-vous le fait que l'opposition veuille à tout prix déposer cette motion de censure et même de défiance pour certains? Bon, je pense que c'est une question à laquelle l'opposition pourrait répondre, mais ce qui est sûr, si c'est pour tester notre démocratie, je pense qu'on voit bien qu'elle est solide. Si c'est pour tester la solidité de nos institutions, bon, vraiment, il n'y a rien à dire. En revanche, avoir voté un budget pour un gouvernement la semaine dernière et la semaine suivante déposer une motion de défiance, parce que la motion de censure, ça veut dire que nous n'avons pas confiance en ce gouvernement. Or, vous ne pouvez pas mettre à la disposition de ce gouvernement des moyens, c'est-à-dire un budget, et la semaine suivante, dire que nous n'avons pas confiance. C'est ce paradoxe-là, en fait, cette contradiction qui apparaît donc à la lecture de ce qui s'est passé aujourd'hui. 83 voix contre 55. On voit que ce n'est pas toute l'opposition qui a voté, c'est justement pour cette motion. Quelles leçons l'opposition devrait-elle tirer de ces faits-là qui ont eu lieu aujourd'hui? Les premières leçons, c'est d'abord, si c'était pour tester, ils ont vu que nos institutions sont solides. C'est pour éprouver la démocratie. Ils ont vu que nos pays
vraiment est un pays, un modèle de démocratie. Si c'est maintenant pour un peu, disons, mesurer leur force, on voit bien que ce n'est pas l'opposition unie, c'est une partie de l'opposition. Donc c'est une partie des représentants du peuple sénégalais qui, dont on le voit à travers le vote, cette partie est minoritaire, en tout cas, à travers les résultats du vote de cette motion de censure. Quelqu'un parmi eux a dit qu'en démocratie, on ne perd jamais. Et pour le pouvoir, ce qui s'est passé aujourd'hui révèle quoi? Amadou Ba, on l'a vu tout sourire. Est-ce que c'est une manière de le consolider dans ses fonctions de Premier ministre? Tout à fait. Ça veut dire que, d'abord, la majorité des représentants du peuple sénégalais est favorable, n'est-ce pas, à ce gouvernement, est favorable au chef de ce gouvernement, est favorable, n'est-ce pas, à la poursuite de l'action de ce gouvernement. Bon, ceux qui sont peut-être, disons, enclins à penser que peut-être que le gouvernement n'est pas, disons, majoritaire, ou en tout cas n'a pas un soutien parlementaire majoritaire, bon, se sont rendus compte que tel n'était pas le cas. Donc c'est pour donner, disons, de l'impulsion et une plus grande assise, n'est-ce pas, à ce gouvernement, n'est-ce pas, du Premier ministre Mamadou. Et si on revient à 62, c'était dû à quoi cette motion de censure? Pour mieux comprendre, justement, c'est quoi une motion de censure? Ah non, ils ont fait toute une liste en disant que nous n'avons plus confiance parce que ce gouvernement a introduit des notions de clan, ce gouvernement a remis en cause des privilèges qui étaient dévolus au Parlement, ce gouvernement a considéré que, disons, le Parlement devait continuer à être sous la coupe du gouvernement. Bon, c'était un régime parlementaire. Ils ont énuméré des griefs, et ces griefs-là ont montré, enfin, les députés qui étaient favorables à ces griefs, en tout cas à cette motion, ont voté et étaient majoritaires. C'est la raison pour laquelle la confiance a été retirée. On dit on retire notre confiance. C'est comme ça la conclusion de la motion. Nous retirons notre confiance à ce gouvernement. Voilà, ça signifie. Et aujourd'hui, le Sénégal est sous un régime présidentiel. Est-ce qu'une motion de censure pourrait avoir la force de... Une conséquence vis-à-vis du président de la République, parce que comme quelqu'un l'a rappelé, c'est la clé de voûte des institutions. Il change simplement de gouvernement, comme il peut reconduire les mêmes personnes, que ce soit le chef du gouvernement ou toute l'équipe gouvernementale, ça ne change absolument rien. Explication du professeur El Hadj Ibrahima Ndao, historien sur nos antennes, dans l'édition du 20h. Parlons à présent de toute autre chose. Le programme NECAL, qui vise la modernisation du système d'état civil. Des avancées significatives sont notées. Le projet est déroulé à plus de 58% d'exécution financière et à plus de 85% d'exécution d'engagement. Des taux satisfaisants. Et dès l'année prochaine, il sera procédé à la réception des équipements pour la construction et la numérisation des centres d'état civil. Salut Sec pour plus de détails. La 4e réunion du comité de pilotage du programme NECAL a permis d'exposer quelques réalisations. Il s'agit entre autres de l'élaboration d'une stratégie nationale de l'état civil, de la réalisation de la cartographie des centres secondaires, d'un plan de conservation des archives, entre autres. Des résultats importants dans les 3 domaines. Il s'agit de la gouvernance qui est améliorée, l'accès aussi à l'état civil et aux services de qualité. Et enfin, par rapport au fichier national et à l'informatisation aussi, nous avons eu des résultats importants. Donc nous pouvons dire que dans le cadre de l'exécution, nous sommes à 58% d'exécution financière, mais à presque 85% d'exécution d'engagement. Ce qui veut dire que des efforts importants ont été faits, mais les défis majeurs, c'est que dès l'année prochaine, entre avril et juillet, procéder à la réception des équipements qui vont nous permettre d'atteindre les objectifs en termes de construction de centres d'état civil, en termes d'équipement de centres d'état civil, en termes de formation et en termes de numérisation. Donc nous sommes en train de numériser presque 15 millions d'actes d'état civil et cela s'est fait dans un processus participatif. Le programme NECAL avance donc à grands pas. À terme, ce sont des équipements de dernière génération qui seront utilisés pour délivrer les actes d'état civil. Nous sommes impliqués dans la conception, nous sommes impliqués dans le suivi et nous voyons la réalisation des objectifs intermédiaires sur le terrain et c'est avec beaucoup d'engagement
que nous impliquerons, puisque nous sommes quand même parmi les principaux bénéficiaires de ce projet. Ce projet vient combler un gap et c'est un projet dans une certaine mesure d'équité, puisqu'il y avait quand même une grande différence entre les états civils en milieu rural et les états civils en milieu urbain. Et à terme, je pense que nous allons nous décomplexer, nous, les communes rurales, et pour vraiment rentrer dans l'ère de la numérisation et de la digitalisation. Dans sa volonté de moderniser le secteur, le Sénégal est appuyé par l'Union européenne pour relever les défis. L'action des maires et l'engagement des maires est important à cet égard. Il faut que l'ensemble du territoire et des populations puissent avoir accès aux mêmes droits. L'état civil concerne d'abord les populations. Ça concerne leur droit à l'éducation, ça concerne leur droit à la santé, l'accès à la santé, ça concerne leur droit à la protection. Et donc, pour l'Union européenne, c'était assez naturel d'accompagner les efforts du Sénégal. Cette réunion du comité de pilotage a permis de faire le bilan technique et financier de l'exécution 2022 et a été aussi mise à profit pour présenter le plan de travail et le budget annuel de 2023. Accompagné d'une forte délégation, le ministre de la Communication gambien était l'hôte du directeur général de la RTS. La RTS et la GRTS entretiennent d'excellentes relations. Cette visite entre dans le cadre du renforcement de cette collaboration entre ces deux structures de l'audiovisuel. Ils ont également visité les chantiers de la tour en construction de la RTS. Reportage signé Kaltongeya. La RTS inspire plus d'un à travers son expérience et ses acquis. Cette visite d'une mission gambienne de ses locaux le confirme. Studio, radio, installations techniques, tout le dispositif a été présenté aux hôtes du directeur général. Le ministre gambien de la Communication se dit impressionné par ce qu'il a vu. Ce qu'on a trouvé sur place est vraiment impressionnant et on pense que c'est une très bonne chose pour nous de voir ce travail de la RTS. On est venu apprendre la RTS de par son expérience et son expertise. La RTS est beaucoup plus en avance que nous, je dirais. Gambian Radio Television peut compter sur l'expertise de la RTS. Je suis vraiment impressionné par le professionnalisme et aussi par les installations modernes mises en place par le directeur général de la RTS. Il faut dire que la RTS est liée à la société de radio-télévision de Gambie, GRTS, par un MOU, ce qu'on appelle un mémorandum d'entente. Et cela fait bien des années. Ça veut dire que nous collaborons avec cette radio-télévision sœur depuis un certain nombre d'années dans le cadre d'échanges d'expériences, dans le cadre d'échanges de programmes. Et jusqu'ici, ça se passe très très bien. Ces deux institutions sont liées par une coopération de longue date et la RTS reste une référence selon la tutelle. Vous savez, la RTS, c'est un fleuron pour nous, c'est une référence. Quand nous avons des visiteurs étrangers, la première des choses, on nous demande d'aller visiter la RTS. Et effectivement, vous avez constaté depuis 2012, où la RTS a pu se bonifier, a profité effectivement de l'organisation de grandes rencontres, notamment les sommets pour s'équiper. D'ailleurs, le ministre même parlait de la révolution de 2017, pour dire que nous avons réussi la migration HD, la migration vers le numérique. Et la Gambie aujourd'hui est venue s'inspirer de ce modèle qui fait justement une fierté partout en Afrique. Nos voisins gambiens ont pu visiter le chantier de la tour de la RTS, une infrastructure moderne qui mérite d'être vulgarisée. Aujourd'hui, nous sommes dans un projet de tour R+10. La RTS, où le Sénégal est le seul pays qui peut se prévaloir de disposer d'un studio de 1000 m². Un studio de 1000 m², c'est vraiment, ça va attirer les producteurs de spectacles, ça va attirer les producteurs de cinéma, parce que vous savez, beaucoup de séries se filment en studio. Aujourd'hui, vraiment, c'est une fierté qui est bien légitime, et nous pensons aussi que en Afrique, ça va être une valeur ajoutée. Cette mission d'imprégnation a permis d'échanger avec les travailleurs de la RTS sur beaucoup de questions. Pour le ministre et sa délégation, la radiodiffusion-télévision sénégalaise est à prendre comme exemple dans le domaine de l'audiovisuel en Afrique.
Sport, football, nous allons revoir les images des coulisses du match France-Maroc. Une belle demi-finale au stade Al-Baït, aux portes du désert. Plus de 20 000 supporters marocains à fond derrière leur équipe tout au long de la partie. À l'arrivée, déception, regret, mais aussi beaucoup de fierté pour ce parcours historique des Lions de l'Atlas. Ibrahim Aboub. Comme souvent dans cette Coupe du Monde, les supporters marocains ont bien garni les gradins. À l'arrivée des Lions de l'Atlas pour l'échauffement, ils ont bien senti le soutien du 12e homme. Les supporters des Bleus ont du mal à se faire entendre au moment où Mbappé et ses coéquipiers font leur mise en train. Les Français ont été efficaces dans le match. Mais les supporters marocains croyaient toujours à une éventuelle égalisation. Toutes les occasions franches ont été regardées avec enthousiasme. L'espoir renaît et ça pousse fort en tribune. La combativité des joueurs plaît aussi aux supporters. La course-poursuite entre Mbappé et Amrabat en est une preuve. Au fur et à mesure que le chrono tourne, certains commencent à s'impatienter, à s'agacer. D'autres savent que la défaite sera difficile à éviter. Il faut juste prier de toutes ses forces pour que la magie du miracle opère. Avec le deuxième but des Bleus, plus de suspense possible. Les Lions de l'Atlas ont perdu le match. Mais les supporters sont fiers de leur équipe. Standing ovation pour les Lions de l'Atlas qui ont réalisé du reste un très beau parcours en Coupe du Monde. L'ultime défi reste le podium samedi prochain. Parcours historique avec une qualification en demi-finale. Le Maroc qui ira chercher la 3e place demain samedi donc dans la petite finale. À suivre bien sûr en direct sur nos antennes. Et puis sport toujours après justement cette demi-finale difficile d'arracher quelques mots aux joueurs marocains tant la déception était grande. En zone mixte, les Français ont été plus disponibles. Griezmann et Tchouaméni sont contents de leur qualification en finale. Pour eux, l'objectif désormais, c'est de gagner face à l'Argentine. Nous les écoutons. Très heureux, très fier. On est en train de faire une très belle compète. Voilà, on a vu que les matchs sont difficiles à gagner. Et maintenant, bien se reposer et dès demain, focus dimanche parce que c'est une finale et il faut la gagner. Didier Drogba a dit que c'était plus comme N'Golo Kanté que Antoine Griezmann, t'es d'accord? Ouais, bon, on va dire ça, mais après voilà, c'est ce qu'a besoin l'équipe, défensivement, offensivement, et j'ai les jambes pour, donc zéro problème. En fait, c'est ta 3e finale d'Euro ou de Coupe du Monde où tu joues dans 3 rôles différents. Comment tu fais pour te mettre dans tous ces rôles différents? J'adore regarder les joueurs à la télé, j'adore en parler avec ceux qui sont défenseurs central, latéral, milieu, peu importe, j'essaye d'être le joueur le plus complet possible et au final être toujours là pour ce qu'a besoin le coach ou l'équipe et ça me réussit bien, donc je suis content pour moi et pour l'équipe. Tu l'as pris quand? C'était comment l'ambiance dans le vestiaire, Antoine? On a envie de savoir un petit peu. Ouais, très bien, très heureux, vous allez voir la vidéo à Guigui qui va sûrement sortir. Ouais. Mais voilà, pas d'euphorie, il y a encore un match à jouer et ça va être le plus dur, donc voilà, va être focus à des dimanches, mais je pense que ça va être une belle vidéo. On est content, tout le monde est content dans le vestiaire. Après, on a encore du mal à réaliser parce que le match vient juste de se terminer, mais c'est sûr que dans les prochaines heures, on va se rendre compte de ce qu'on est en train de faire. Comment vous avez trouvé cette équipe du Maroc? Vous attendiez à souffrir autant dans ce match? Belle équipe, après souffrir, je sais pas, on avait un plan de jeu, on savait qu'ils allaient aussi vouloir garder le ballon, mais après on a réussi à être compact, on n'a pas concédé tant que ça d'occasion et sur notre force, les contre-attaques, on a réussi à les punir 2 fois, donc à la fin je pense que la victoire elle est méritée. Qu'est-ce que vous a dit le président dans le vestiaire? Il nous a dit qu'il était fier de nous, mais que surtout rien n'était fait, il fallait gagner le prochain match, donc ce qui est sûr c'est qu'on va bien récupérer pour être prêt.
Propos recueillis par nos envoyés spéciaux à Doha. La France, qui a refermé les portes de la finale au Maroc, va faire face à l'Argentine. Au plan démographique, eh bien, ces deux nations de football ont des spécificités. L'Argentine est le pays le plus blanc de l'Amérique latine et la France, le pays le plus noir d'Europe. Il y a bien des raisons historiques à cette situation. Argentine blanche et France colorée. Chronique signée Omar Diaw, puis santé avant de refermer cette édition. Une fois encore, le Sénégal sonne la charge contre les maladies tropicales négligées. La campagne 2022 a été lancée à Koki, dans la région de Louga. Les bilharzioses et les vers intestinaux sont particulièrement ciblés cette année. Les ministères de la Santé et de l'Éducation nationale ont joint leurs efforts pour réussir la campagne prévue dans 12 régions. Omar Diaw. Les maladies tropicales négligées le sont de moins en moins, mais restent encore un fardeau pour de nombreux pays pauvres. Elles sont invalidantes et stigmatisantes. Un groupe de maladies infectieuses, parasitaires et bactériennes qui affectent 1,5 milliard de personnes à travers le monde, dont 836 millions d'enfants. Parmi les personnes à risque, les jeunes en âge scolaire. L'Éducation nationale travaille étroitement avec le ministère de la Santé. Le ministère de l'Éducation nationale, aux côtés du ministère de la Santé et de l'Action sociale, apporte tout son soutien dans la mise en œuvre des interventions de lutte contre les MTN à tous les niveaux. C'est à Koki que la distribution des médicaments contre les MTN a eu lieu, en pleine zone rurale. La mobilisation collective est souhaitée. Ce qui reste vraiment, c'est l'engagement communautaire, c'est l'engagement des populations. Et ça aussi, c'est important de le souligner. Quelqu'un qui n'est pas en bonne santé, mais ne peut pas être un agent économique. Donc le lien entre la santé et le développement, mais c'est un lien qui est évident. Si le tableau des MTN est large, le Sénégal en cible un peu plus d'une dizaine. 13 MTN sur les 20 maladies recensées à travers le monde. La population à risque de contracter une MTN au Sénégal et ayant besoin de chimiothérapie préventive est estimée à ce jour à 7 885 000 personnes. Le Sénégal, où les campagnes ont commencé depuis 2007, a enregistré des résultats encourageants. C'est une recommandation de l'Organisation mondiale de la santé, mais aussi c'est une stratégie efficace dans le cadre de l'élimination des maladies tropicales négligées. Et aujourd'hui, le Sénégal a fait d'énormes efforts grâce à ces campagnes de distribution de masse de médicaments. Nous avons arrêté le traitement de masse contre le trachome. Nous allons arrêter cette année, après cette campagne, le traitement de masse contre l'onchocercose. Pour la filariose lymphatique, seuls 3 districts vont traiter cette année, donc Koki. La campagne 2022 concerne la filariose lymphatique, les bilharzioses, les vers intestinaux et l'onchocercose. Elle se déroulera du 12 au 18 décembre dans 12 régions. C'est la fin de ce 13h. Merci de l'avoir suivi. Dans un instant, vous retrouverez Mama Moussagnan pour le Wolof. Restez en compagnie de nos programmes. Bel après-midi à toutes et à tous.